Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des films du mois de mars. Comme chaque mois, je reviens sur tous les films qui sont sortis durant le mois de mars et que j'ai pu regarder. Il y a beaucoup de films ce mois-ci, je crois qu'il y en a 17 si je dis pas de bêtises, il y en a peut-être un peu moins. Donc il y a beaucoup de films dont on va parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons films et surtout de très très bons films. Je suis très content de mon mois parce qu'il y a vraiment de super films que j'ai vus ce mois-ci. Il y a un ou deux films qui sont plutôt moyens, mais j'ai pas vu de films mauvais, en tout cas que j'ai trouvé vraiment très mauvais, comme le mois dernier avec Sakamumi. Donc c'est plutôt un bon mois de cinéma, j'ai vu plein de choses super, et je vais vous en parler avec l'ordre que vous connaissez. On partira du moins bon pour parler du meilleur film que j'ai vu durant le mois de mars. Bref, c'est parti, ne perdons pas plus de temps. On commence avec les films que j'ai trouvé plutôt moyens. C'est pas des films que j'ai trouvé vraiment mauvais en soi, mais c'était des films qui m'ont paru peu pertinents ou assez maladroits dans leur façon de faire, ou juste trop lambda, comme l'était d'ailleurs le premier film de cette vidéo, à savoir Shazam, la rage des dieux, le nouveau film DC Comics, et le film qui est l'un des derniers du DCU classique qu'on connaît, après le renouveau que va apporter James Gunn, et ça se voit dans le film, puisqu'on a vraiment l'impression que ils sont en train d'expédier certains éléments. De toute façon, le film en lui-même est assez banal, surtout là où moi j'avais plutôt bien apprécié le premier. Je trouvais qu'il y avait un aspect intimiste entre guillemets, un parcours intéressant pour le personnage principal qui était Billy Batson. Là dans ce film, Billy Batson, en tout cas pour ce qui est de l'acteur qui le joue adolescent, on doit le voir 5 minutes, 10 minutes à peine. Là où dans le premier on le voyait quand même beaucoup plus. C'est ce qui m'a en partie déçu, parce que là du coup on voyait que Shazam, donc Zachary Levi, et il est sympathique Zachary Levi en Shazam, mais pour moi je trouve ça plus intéressant de voir aussi Billy Batson, parce que c'était le point fort du premier film, c'était ses personnages, et fort heureusement ça l'est encore dans ce deuxième film. Il y a quand même de bons acteurs et actrices, des personnages assez attachants, mais ça va pas plus loin que ça, c'est pas très développé, il y a pas de réelle thématique ou quoi. Là où dans le premier film pour moi il y en avait une quand même un minimum, là il y a presque plus ça. Les scènes d'action sont assez banales encore, rien de vraiment extraordinaire. Niveau des effets spéciaux ça allait pour le coup, 2-3 incrustations pas totalement réussies, mais c'était quand même plutôt correct, bien mieux que la plupart des Marvel récents j'ai envie de dire, donc ça restait quand même à ce niveau là plutôt correct. De toute façon Warner ils sont plutôt bons pour ce qui est des effets spéciaux, mais en dehors de ça, voilà, il y a quelques scènes qui fonctionnent, mais je trouvais ça assez lambda. C'était pas mauvais, mais c'était clairement l'un des moins bons films que j'ai vu le mois dernier, donc voilà, c'est dommage pour ce nouveau film d'ici. Ensuite, le film suivant, c'est un pitch vraiment alléchant pour un film assez timide en soi, c'est Crazy Bear, ou Cocaine Bear en version originale, qui raconte l'histoire d'un ours qui va prendre de la cocaïne et qui va se mettre à tuer plein de personnes. Voilà, le pitch est quand même plutôt barré et plutôt cool, je trouve. Ça, il y a vraiment un potentiel pour faire une histoire excessivement barrée, sachant qu'ils disent inspiré d'une histoire vraie. Précisons tout de même que l'ours avait effectivement pris de la cocaïne, mais il est mort directement, bien sûr. Donc évidemment, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais ça reste quand même bien romancé tout ça. Mais c'est pas grave, justement c'est ça qui plaît aussi dans le côté barré. Et justement, alors le pitch de base est sympa, il y a 2-3 scènes qui fonctionnent très bien, la scène de l'ambulance c'est vraiment très cool pour le coup, c'était vraiment très très fun, mais dans l'ensemble le film est vraiment timide, il y a peu de scènes vraiment fun ou quoi, c'est assez longué. Alors le film dure 1h30, 1h40, mais je trouvais le film assez long, assez ennuyant, il se passe pas grand chose, les acteurs sont pas si mal, mais en même temps, vu ce qu'ils ont à jouer, enfin, voilà, c'est pas extraordinaire. J'ai pas noté grand chose dans ce film. C'est triste à dire parce que le pitch de base est vraiment trop cool, mais il y a pas vraiment de scène, à mis à part la scène dont je vous ai parlé juste avant, il y a pas de scène vraiment ultra marquante ou quoi. C'est assez banal, donc c'est assez décevant, surtout vu que le pitch était prometteur. Au final, on se retrouve avec un film correct, mais voilà, on aurait pu s'attendre à un peu mieux, je trouve. Et le dernier film que j'ai trouvé moyen ce mois-ci, c'est le film The Nocebo Effect, qui est le nouveau film du réalisateur de Vivarium, que j'avais pas mal aimé, qui était pas parfait, mais je trouvais qu'il y avait un concept vraiment sympa. Là, dans ce film, malheureusement, c'est quand même moins réussi, c'est beaucoup plus maladroit que l'était Vivarium. C'était déjà pas parfait Vivarium sur 2-3 aspects, mais je trouvais que ça fonctionnait dans l'ensemble beaucoup mieux. Là, The Nocebo Effect, le scénario est très maladroit, on sait pas
tellement ce que le film veut raconter. Enfin, on devine bien sûr ce qu'il veut raconter, mais il s'éparpille un peu. Là encore, c'est assez ennuyant la plupart du temps parce qu'il y a pas mal de scènes qui sont pas forcément utiles. La mise en scène est beaucoup moins intéressante que l'était Vivarium. Il y a quand même 2-3 scènes qui fonctionnent bien sûr grâce à sa réalisation, mais c'est moins le cas que dans Vivarium. Le casting est sympa, mais là non plus c'est pas extraordinaire. L'ambiance, ça fonctionne à certains moments, mais à d'autres moments, voilà, il y a presque pas d'ambiance. On ressent presque jamais de la tension ou quoi. Non, c'est assez décevant aussi comme film. J'ai trouvé assez moyen, surtout que là encore, il y avait un potentiel assez intéressant par rapport au scénario qui va être développé dans le film, mais ça va pas tant que ça nous surprend, ça va pas très loin. Non, ça m'a pas mal déçu ce film. Je m'attendais à être beaucoup plus surpris. Au final, c'est un film assez prévisible. On passe au film que j'ai trouvé plutôt bon pour le coup, il y en a pas mal. On commence avec le film The Lost King, qui est adapté d'une histoire vraie, inspiré d'une histoire vraie, d'une femme qui avait découvert les décombres, enfin plutôt les restes de Richard III, qui était un ancien roi d'Angleterre, dans un parking. Voilà. Il les a trouvés dans un parking, en faisant des recherches dans un parking, sachant que c'était une jeune historienne qui a vraiment pas fait grand chose et qui a trouvé comme ça Richard III dans un parking. Donc l'histoire de base est vraiment assez étonnante, c'est plutôt cool, et le film en lui-même est plutôt sympa. Voilà, j'ai passé un bon moment, surtout parce que l'actrice principale, Sally Hawkins, est excellente, de toute façon elle était déjà excellente dans La Forme de l'eau par exemple, et le film en lui-même est vraiment sympa, c'est très académique, que ce soit dans sa narration, il y a aucune façon vraiment innovante de raconter l'histoire. Pareil, la mise en scène est ultra basique, c'est pas un mal du moment qu'elle est bien faite, et là elle est bien faite, et de manière générale, voilà, le film prend pas beaucoup de risques, mais l'histoire de base est tellement cool que forcément ça en fait un film plutôt cool, très sympa, sachant que moi je fais une licence d'histoire, forcément ça m'a intéressé de suivre un peu le processus de cette historienne qui veut essayer de prouver que Richard III c'était pas un mauvais roi, mais que c'était un bon roi. Il y a tout un truc par rapport à ça dans le film, où les personnes considèrent que Richard III était une mauvaise personne, et elle veut réhabiliter cette personne. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Pas forcément mémorable par contre, je vais pas trop m'en souvenir je pense, mais voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, on a le film français Bonne Conduite, qui est réalisé par Jonathan Barré avec Laure Calamy et le Palmachot, que j'ai trouvé là encore plutôt sympa. Il y a un humour qui fonctionne la plupart du temps, de même il y a 2-3 scènes un peu plus dramatiques qui parfois fonctionnent, notamment sur la fin. Il y a une scène que j'ai pas mal aimée avec entre Laure Calamy et une autre personne, que je vais pas dire parce que sinon ce serait spoilé. Et j'ai vraiment bien aimé le film, même si j'avoue que le mélange des genres, même si là je le trouvais plutôt bien géré dans l'ensemble, de manière générale je trouve que dans les films, dans la plupart des films, mélanger plusieurs genres, des fois ça fonctionne pas trop, du moins ça donne un truc un peu bizarre. Et là c'est un peu le cas, c'est à la fois un thriller, un film totalement humoristique, un drame sur la fin, ce qui fait que des fois tu sais pas trop sur quel pied danser, sur ce que le réalisateur veut dire, sur quel est son propos, et parfois du coup ça fait un truc un peu brouillon. Mais il n'empêche qu'il y a plusieurs scènes qui fonctionnent en soi, notamment aidées par la prestation de Laure Calamy qui comme à son habitude est impeccable, donc j'ai quand même trouvé le film plutôt cool. La BO aussi était vraiment top, j'ai vraiment un très bon souvenir de la bande originale de ce film, donc j'ai quand même passé un plutôt bon moment. Ça reste un film qui essaye d'être un minimum ambitieux d'une certaine manière dans son histoire, donc dans tous les cas c'est à soutenir, j'ai envie de dire, et voilà, même si ça n'a pas été un immense coup de cœur, à titre personnel, je vous encourage tout de même à le regarder. Ensuite, un film qui s'est fait beaucoup défoncer, et je peux comprendre pourquoi, même si je trouve que les gens exagèrent énormément. Enfin, il y en a qui disent que c'est le pire film qu'ils ont vu depuis des années, j'ai du mal à imaginer pourquoi. C'est le film 65, La Terre d'avant, avec Adam Driver. Alors c'était pas extraordinaire, soyons d'accord, même le scénario est assez prévisible dans l'ensemble, il y a vraiment très très peu de surprises, il y a des facilités scénaristiques, il y a quelques incohérences aussi. Voilà, c'était clairement pas parfait, mais d'un autre côté, je vois pas pourquoi les gens s'énervent sur ce film-là en particulier. Déjà au niveau du casting, je trouve que les deux acteurs font vraiment le taf, voilà, c'est plutôt correct. Bien sûr, Adam Driver c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience maintenant. Pour ce qui est de la réalisation, des fois elle est un peu maladroite, mais il y a d'autres moments, il y a des idées de mise en scène plutôt sympas, je trouve. Pareil pour la photo, des fois elle est pas magnifique, il y a d'autres fois où il y a des plans plutôt sympas. Les décors pour le coup, par contre, de souvenirs, il y en avait quelques-uns qui passaient, mais en général on sentait que ça faisait un peu studio. Les effets spéciaux c'est à peu près pareil, c'est pas parfait, mais encore une fois vu que c'est un film qui a pas un budget énorme, c'est tolérable, et franchement je trouvais que ça allait, enfin il y avait pas des effets spéciaux qui me sortaient de l'histoire non plus. Donc ouais, en fait je sais
pas pourquoi les gens se sont énervés sur ce film. Il est vraiment assez banal en soi, mais je m'attendais tellement à voir un mauvais film vu les retours que j'ai eu, que moi j'ai regardé, j'ai fait bon, c'est un film de science-fiction sympathique quoi, voilà. C'est pas extraordinaire, mais personnellement j'ai largement préféré ce film à Cocaine Beer par exemple. Je saurais pas trop dire pourquoi, peut-être aussi parce que j'aime bien ce genre de film un peu série B de science-fiction, ça m'a toujours un peu plu. Donc je pense que c'était pour ça que j'ai plutôt bien apprécié ce film. C'est pas extraordinaire, hein, soyons d'accord, c'est clairement pas un film incroyable, mais j'ai personnellement passé un plutôt bon moment devant. Ensuite, on a le film Woman Talking qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté et qui raconte l'histoire de femmes dans une sorte de secte qui vont devoir décider s'ils doivent rester sachant qu'ils sont opprimés hein, par les hommes de cette secte, soit ils restent et ils pardonnent ces hommes, soit ils restent et ils essayent de se battre contre eux, soit ils fuient la secte en question, et du coup c'est un véritable, quasiment un huis clos durant tout le film, où ce sont des femmes qui vont discuter de qu'est-ce qu'ils vont faire finalement. Ça a parlé de plusieurs thématiques, notamment bien sûr du féminisme, de la place de la femme ou ce genre de choses, mais je trouvais que le film l'abordait de façon plutôt intéressante et très nuancée. C'était assez intelligemment écrit pour ne pas paraître complètement caricatural. En plus les acteurs et actrices sont vraiment formidables, pour le coup j'ai rien à dire. La musique aussi était plutôt belle, mais ce qui fait que le film n'a pas totalement plu, c'est que le film est très verbeux. Il y a peu de fois où la mise en scène va vraiment impacter, il y a quelques passages où ça fonctionne, mais pour moi dans l'ensemble c'était trop verbeux et parfois à l'excès, ce qui fait que ça m'a pas totalement convaincu, même si en soi le film est pas mal fait du tout. C'est juste que je pense que c'est pas totalement le genre de film qui me plaît. J'aime bien quand certains films sont verbeux, du moment que c'est un minimum énergique, où ça apporte quelque chose, où il y a... Enfin juste, bah voilà, c'est question de sentiment. Par exemple, certains films de Tarantino, comme Django Unchained, qui fait vraiment durer les dialogues, là j'ai aucun problème, parce que je trouve qu'il y a une montée en tension intéressante. Enfin bref, c'est vraiment purement personnel, et c'est pour ça que je le mets juste en bien. Ça reste un bon film, et je pense même que c'est un très bon film, mais ça m'a pas totalement convaincu, mais je pense que c'est vraiment qu'une question de goût. Ensuite, on a le film The Son, qui est réalisé par Florian Zeller, qui a réalisé l'un de mes films préférés de ces dernières années, qui est The Father, que vraiment j'aime de tout mon cœur, un film exceptionnel. Donc forcément j'attendais ce nouveau film, qui traite cette fois d'un fils qui est en dépression et dont ses parents vont essayer de le sauver, et c'est une petite déception, pour être honnête. Alors c'est pas mauvais pour autant, hein, ça reste vraiment très très cool. Le film est très très bien joué, le casting est parfait, je trouve vraiment que tous les acteurs et actrices sont formidables. Là où par contre le film déçoit, c'est que là où The Father avait une mise en scène vraiment intéressante et qui s'adaptait au récit, là la mise en scène est ultra basique. Vraiment, c'est filmé de la façon la plus simple possible. D'un autre côté, c'est pour privilégier les performances d'acteurs, ce qui me paraît pas forcément être une mauvaise idée, mais quand on est habitué à la mise en scène de The Father qui jouait vraiment sur le côté on se mettait à la place d'Anthony Hopkins, là je sais que c'est pas le même type d'histoire, mais j'aurais peut-être aimé qu'il tente quelque chose, je sais pas, mais c'est pour moi trop basique dans sa façon de représenter ça, même si en soi le film est quand même très bon en soi. Et je pense même que j'aurais pu le mettre en très bon, j'ai été assez méchant en le mettant en bon. Je pourrais même le mettre en très bon parce que ça restait un film qui fonctionnait grâce à son casting, grâce aux thématiques et grâce à certaines scènes qui sont vraiment assez déchirantes pour le coup. Donc ouais, je l'ai mis en bon, mais en vrai je l'aurais le mettre en très bon, je pense, parce que ça restait quand même un très bon film. C'est juste que comparé à The Father, c'était un peu décevant, c'est ça qui est dommage, mais j'ai quand même trouvé que ce film était assez émouvant et déchirant durant certaines scènes, donc je vous encourage tout de même à le regarder. Ensuite, là encore, une petite déception, pas énorme pour le coup, j'ai quand même plutôt bien apprécié, c'est le film Creed 3, sachant que je me suis fait toute la saga Rocky dernièrement et que j'ai vraiment adoré, vraiment Rocky c'est devenu l'une de mes, je pense, sagas favorites, j'ai adoré suivre cette saga, et ce Creed 3, bah malheureusement c'est l'un des moins bons de la saga, mais ça reste un bon film, parce que je trouve que tous les Rocky sont des bons films, mais ce Creed 3, je trouve qu'il lui manque un petit supplément d'âme, je dirais. Je trouve que dans tous les autres films, Rocky et Creed, il y a une scène où il y a une thématique, il y a quelque chose qui est vraiment ultra inspirant. Et là, je trouve que dans ce troisième film, c'est pas totalement ça. Surtout qu'il y a certaines scènes qui auraient pu être vraiment fortes, mais qui sont assez expédiées. Notamment, je vais pas spoiler bien sûr, mais on va dire qu'il y a un personnage à qui il va arriver quelque chose qui est très lié à Creed, un personnage qui va mourir,
mais je vous dis pas lequel bien sûr, mais j'ai trouvé que c'était en soi une bonne idée, mais c'était amené de façon beaucoup trop expéditive, et j'ai trouvé ça assez dommage, même si voilà, le film reste quand même de qualité, la mise en scène tente des choses, sachant que c'est le premier film de Michael B. Jordan, je trouve qu'il a fait un super boulot, notamment le dernier round qui est vraiment, enfin là, le combat final qui est filmé de façon vraiment très très cool, et assez intéressante, donc pareil pour du coup le casting, il est très bon comme dans tous les autres films Rocky et Creed, il y a des thématiques qui fonctionnent tout de même, Jonathan Majors, super, sauf son développement de personnage, parce que clairement, à partir de la moitié du film, il passe d'un perso assez nuancé et intéressant à un personnage totalement caricatural, et pour moi il manque une scène ou deux pour que ce soit plus fluide, et ça m'a pas mal déçu à ce niveau-là. Donc ça restait un bon film en soi, je veux dire, je l'ai vu en IMAX par exemple, les scènes de combat en IMAX c'était vraiment assez impressionnantes, mais je trouve qu'on a perdu au niveau de son scénar et de ses thématiques un petit supplément d'âme, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pas totalement aimé. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé bon, c'est le film Scream 6, qui est du coup le dernier film de la saga Scream, qui est je pense l'un des moins bons, probablement le moins bon avec le 3, en tout cas le 3 c'est l'un de ceux que j'ai moins aimé, et ce 6ème film, en fait on perd pour moi, en grande partie en tout cas, l'âme de la saga. C'est-à-dire que dans tous les films, même le 5ème, qui est pas trop aimé, mais pour moi même dans le 5ème, il y avait un côté méta qui était vraiment utilisé. On s'interrogeait vraiment sur un genre du cinéma, un fait de société autour du cinéma, les fans hardcore, ou ce genre de choses. Et là, dans ce 5ème film, eh bien, il critique presque rien. Alors, il parle vite fait de franchisation, mais honnêtement, c'est quasiment les mêmes thématiques que ceux d'avant. Enfin, de souvenirs, même le 2, ça parlait déjà en partie de ça. Donc, j'avoue que j'ai pas trop compris, enfin, pour moi, le film n'arrive pas à vraiment aborder des thématiques méta. Pour moi, on a clairement perdu ça, ce qui fait qu'on a perdu entre guillemets l'âme de la saga Scream, parce que pour moi c'était quand même ça qui caractérisait la saga, donc c'est assez dommage, même si on retrouve d'autres éléments qui sont plutôt cool, on a bien évidemment des petits twists sur le ou la ou les tueurs, je ne vous dirai pas bien sûr, même si je l'ai en partie vu venir à cause d'une réplique d'un personnage, je n'en parlerai pas ici, sinon ce serait vous spoiler bien sûr, mais il y a une réplique qui m'a mis un peu sur la piste du personnage, donc c'est un peu dommage, je l'ai un peu vu venir à cause de ça. Mais sinon le film est très bien rythmé, c'est super divertissant, le casting est plutôt cool, notamment Jenna Ortega par exemple, qui est très cool. Voilà, le film reste un bon divertissement, très correct, mais clairement dans la saga Scream, je trouve qu'on a perdu beaucoup de choses dans ce film, donc c'est assez dommage, même si ça reste un bon divertissement. On passe au film que j'ai trouvé très bon, il y a deux films dans cette sélection. On a d'abord le film Les Petites Victoires, qui est un film français avec Michel Blanc notamment, qui raconte l'histoire d'une petite ville de campagne, dans laquelle il y a juste, il y a quasiment plus de commerce, ça arrive à beaucoup de villes je pense, tous ceux qui habitent à la campagne, comme moi en partie, eh bien je pense que vous saurez ce que c'est. Il y a presque plus de commerce, il y a juste une école de 10 personnes, dont la mère elle-même s'en occupe, et il y a le personnage de Michel Blanc qui a perdu son frère, et il se trouve que ce personnage ne sait pas lire, et du coup c'est un problème évidemment pour lui, et il va intégrer la classe pour apprendre à lire aux côtés des enfants. Et c'est un film qui, de ce que j'ai vu déjà, le premier film de son distributeur qui est Zinc, ou Zinc, je sais pas comment on prononce, donc c'est le premier film d'un distributeur, et en plus de cela, le film commence à avoir un sacré succès au box-office. Il est déjà, je crois, à 800 000 entrées au moment où je tourne cette vidéo, et il va être en phase de pouvoir dépasser le million, ce qui pour un premier film d'un tel distributeur et pour un petit budget, il me semble que c'est 3-4 millions à tout casser, bah c'est quand même pas mal du tout, enfin franchement bravo à eux, et c'est mérité, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment un très bon film, qui est assez touchant dans ses personnages, dans son histoire, et ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il évite pas mal de clichés qui auraient pu être facilement utilisés. En fait, à certains moments, on pense qu'ils vont utiliser ce cliché, au final, ils réussissent à le contourner, ou du moins à juste pas l'utiliser, ce qui est vraiment plutôt appréciable, parce qu'on a vraiment l'impression que cette histoire est vraie, quoi. Ça sonne pas faux comme à quelques comédies françaises qui utilisent ce genre de poncif. Là, ça pourrait totalement arriver, genre
en tout cas ce qui se passe dans le film. Les personnages sont très attachants, parfaitement joués, je trouve que le casting est vraiment superbe. La mise en scène est simple, mais dans ce genre de film ne demande pas une mise en scène extraordinaire, et là elle est tout à fait correcte. Là l'histoire est plutôt bien rythmée, ça dure 1h30, je me suis pas tant ennuyé que ça, c'était vraiment très cool. C'est parfois très drôle honnêtement, notamment grâce évidemment à Michel Blanc, qui joue un personnage avec un caractère assez fort par rapport aux enfants, et en plus les enfants jouent plutôt bien je trouve. Moi j'ai beaucoup aimé les enfants de ce film, donc j'ai beaucoup aimé ce film, je trouvais que c'était un film très touchant, très bien fait, très bien joué, avec du cœur, et donc moi je ne peux que vous encourager à le regarder. Je suis plutôt content qu'un film comme ça réussisse à dépasser le million d'entrées, ça fait plaisir, voilà, donc je vous encourage à le regarder si ce n'est pas encore fait. Et l'autre film que j'ai trouvé très bon ce mois-ci, c'est là encore un film français, c'est Mon Crime de François Ozon. Je ne crois pas avoir vu beaucoup de films de François Ozon, j'ai peut-être juste vu Peter Van Kant, et je crois que c'est tout, que j'avais pas beaucoup aimé en plus de cela. Je crois que c'est le seul film que j'ai vu de François Ozon. Mais alors ce film, je l'ai vraiment trouvé très très bon pour le coup. Ça reprend un style très théâtral, dans ses décors, dans sa manière de parler, les dialogues, la façon de les jouer, même le scénario en soi, c'est très très théâtral, hein, clairement. Et moi, vu que j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années, et que ça m'arrive encore quelques fois de jouer dans certains trucs, ça m'a beaucoup plu forcément. Moi je retrouve des choses qui me plaisent, et je trouve que la façon de jouer des actrices sont vraiment très très cool, notamment Rebecca Marder, que j'aime de plus en plus dans chacun des films que je vois. D'ailleurs j'ai pas vu de Grandes Espérances qui est sorti ce mois-ci, il faudrait que j'essaie de le rattraper vu que c'est Rebecca Marder. Mais vraiment c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais de manière générale les acteurs et actrices sont formidables, je trouve vraiment qu'ils jouent ça super bien, c'est le ton du film est vraiment très décalé, c'est très théâtral encore une fois, donc faut aimer ce genre de style, moi ça m'a plu, je trouve que les dialogues sont vraiment très très cool, que c'est drôle, c'est bien rythmé, il y a des rebondissements, on s'ennuie pas, enfin... Voilà, moi j'ai passé vraiment un super moment, là encore c'est un film qui a un sacré succès, je crois qu'il est aussi en phase de dépasser le million, il l'a peut-être d'ailleurs déjà dépassé. C'est plutôt cool, moi je trouve que c'est mérité, je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde, mais personnellement c'est Mon Crime, j'ai vraiment beaucoup aimé. On passe aux 5 derniers films de cette vidéo, il y a du coup que d'excellents films, et même 2 films que j'ai trouvé absolument génial, dont on parlera à la fin. Dans les 3 films que j'ai trouvé excellents ce mois-ci, on retrouve le blockbuster de mois de mars, c'est bien évidemment John Wick chapitre 4, qui était vraiment excellent, il n'y a pas à dire. Il y a quelques points qui m'ont légèrement dérangé, notamment le début au Japon, j'avais peur que le film soit très très répétitif au niveau de ses scènes de combat, notamment de fusillade, et du coup cette scène-là était un peu trop longue à mon goût. Et durant le reste du film, il y a 2-3 passages comme ça où je trouve que c'est un poil trop long, ils auraient pu écourter un peu. De même, là où les premiers films avaient un minimum de scénario, surtout le premier, je trouvais que le premier avait un juste équilibre entre action et le scénario, même si mon préféré c'est plus le troisième parce que je trouve qu'il est absolument sublime visuellement. Bah là, on perd clairement à ce niveau-là, je veux dire le scénario, bah il est très très peu intéressant, même le lore de la table, enfin de la grande table, il est moins intéressant je trouve que dans les autres films, pareil pour le mythe du Baba Yaga, de John Wick, qui est iconisé tout de même dans ce 4ème film bien sûr, mais dans les autres films je trouve qu'il y avait par rapport au dialogue notamment des passages qui le marquaient plutôt bien, et je trouve qu'on retrouve pas totalement ça, mais sinon le film est génial, enfin vraiment c'était vraiment top au niveau de ces scènes d'action, la photographie est sublime, il y a des scènes à la mise en scène complètement dingue, notamment une scène dont tout le monde a parlé, mais en même temps évidemment c'est normal, c'est la scène très inspirée du jeu vidéo Hotline Miami, où on va voir la caméra qui va se déplacer du dessus pour filmer tout l'étage finalement, et bah voilà, la scène est géniale, je veux dire, en plus la musique à ce moment-là est trop cool, c'est vraiment un passage super cool, mais il y a plein d'autres passages super, tout ce qui se passe aux Champs-Élysées pour moi c'est génial, tout ce qui se passe sur le Sacré-Cœur, enfin de toute façon toute la partie à Paris est cool, j'ai beaucoup aimé aussi la partie à Berlin avec notamment Scott Adkins, qui je trouve joue un rôle vraiment trop cool, j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage, et de manière générale la scène, enfin bref, il y a plein de scènes qui sont parfaitement mises en scène, c'est magnifique, les chorégraphies sont top, parfois un peu molles par instant, c'est peut-être juste ça où ça manque un peu d'énergie, et aussi ça manque un peu de violence, j'avoue que moi je suis habitué à certains films comme par exemple The Raid, qui est un film incroyable que vous devez absolument regarder, un film d'action assez violent, mais qu'est-ce qu'il est impactant, qu'est-ce que ça marche tellement bien. Et clairement, ce John Wick 4 était ultra divertissant. Je dirais pas que c'est parfaitement rythmé, parce qu'il y a quand même 2-3 combats qui durent trop longtemps, et le scénario ne nous agrippe pas totalement, mais clairement, ça restait super cool.
c'était magnifique, c'est probablement mon John Wick préféré, en tout cas en termes de scène d'action c'est sûr et certain, donc voilà, je ne peux évidemment que vous encourager à le regarder. Je veux dire, si vous aimez bien les films d'action, vous allez forcément aimer John Wick 4, j'ai envie de dire, donc allez-y, c'est vraiment super. Ensuite, 2 films français. D'abord, Je verrai toujours vos visages, qui est un film avec un sacré casting là encore. Il y a notamment Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch, et plein d'autres que je ne pourrais pas tous citer. Et c'est un film qui va principalement reposer sur ses acteurs et actrices, puisque on va parler de la justice restaurative. Pour faire simple, le principe de la justice restaurative, c'est de faire des réunions entre des détenus et d'anciennes victimes qui sont liées autour d'une thématique. Par exemple, dans le film, c'est le vol à l'étalage. Donc ce sont des détenus qui sont incarcérés parce qu'ils ont volé des choses, ou qu'ils ont cambriolé des banques ou des boutiques, et les victimes sont des personnes qui se sont fait agresser chez eux ou dans une boutique, etc. Et en parallèle, on suit l'histoire d'Adèle Exarchopoulos, qui joue le rôle d'une femme agressée sexuellement par son grand frère quand elle était jeune, ce qui est assez difficile, et dans le film, c'est clairement, la plupart des scènes avec elle sont assez intenses émotionnellement. Et clairement, ce film était d'une justesse, je trouve, dans son écriture et dans son interprétation. J'ai vraiment trouvé ça génial dans sa façon de représenter ces dialogues entre ces détenus et ces victimes. C'était parfaitement amené, c'est magnifiquement joué, et vraiment les acteurs et actrices sont tous formidables. Mention spéciale bien sûr à Adèle Exarchopoulos, Leila Bekti aussi qui était géniale, mais franchement tous les acteurs sont géniaux. La mise en scène est là encore assez simple pour favoriser les performances, mais je trouve qu'elle reste quand même assez subtile et plutôt cool. Quelques petits passages qui travaillent, notamment un plan qui, d'ailleurs, l'affiche du film, on voit du dessus le groupe qui est en train de se passer le bâton de parole. Il y a plein de passages qui sont très forts en émotion, où vraiment on est à 2 doigts de craquer et de lâcher une larme, j'étais pas loin. Je trouvais vraiment que c'était très pertinent dans ce que ça a raconté. Il y a vraiment des thématiques hyper intéressantes, très bien traitées, très humaines. Non, franchement, c'était un super film français, un très bon drame, que personnellement je ne peux que vous recommander pour son casting et pour ses émotions, et pour ce que ça raconte. Moi j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, et je ne peux que vous encourager à le regarder. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé excellent, c'est un film français qui là a peut-être moins plu, je dirais, que Je verrai toujours au visage par exemple. Je sais que pas mal de gens n'ont pas trop aimé ce film, mais à titre personnel c'est vraiment un petit coup de cœur. C'était vraiment mon film français préféré de ce mois-ci. C'est le film sur les chemins noirs, avec Jean Dujardin, adapté du roman de Sylvain Tesson, qui raconte sa propre histoire au passage. Du coup, ça raconte l'histoire d'un auteur qui va subir un accident au niveau de la tête, et au niveau, je crois qu'il s'est brisé la colonne vertébrale, enfin bref, il s'est brisé plein de choses, et il va se donner comme défi de traverser toute la France à travers la diagonale du vide, la fameuse diagonale du vide, traverser toute cette diagonale à pied, ce qui ferait 1300 km. Si je me souviens bien. Donc c'est un sacré défi, mais en même temps c'est une personne qui est habituée à faire ce genre de choses, en tout cas avant, qui marchait souvent, qui faisait des expéditions, etc. Et c'est un peu, du coup, une histoire d'un homme qui va se reconstruire à travers cette marche, et cette découverte de la France. C'est un film qui, sur le premier plan, et je pense que ça sera le cas pour certaines personnes qui vont le regarder, certaines personnes ont peut-être trouvé ça assez, comment dire, réac. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros, il y a une façon dans le film de dire un peu, oui, c'était mieux avant, c'est mieux la nature, maintenant les jeunes, ils ont la technologie, le monde est devenu capitaliste, ou enfin ce genre de choses. Il y a une façon un peu comme ça, de dénoncer le monde et la société moderne, etc., qui peut déplaire. Et je pense que certains vont peut-être dire que c'est un film de boomer, je sens d'avance, je crois que j'ai déjà eu d'ailleurs des remarques de ce genre. Donc, je sais que certaines personnes vont peut-être pas adhérer au délire. Mais à titre personnel, déjà, je trouve que le casting est très bon, Jean Dujardin notamment, bien sûr, qu'on voit tout le film. Je trouve il est très juste dans son rôle, et qu'il apporte quelque chose de très cool au film. Mais moi, ce qui m'a surtout plu, c'est que je trouve que le film arrive à parfaitement retranscrire la France rurale. Moi, j'ai grandi en partie en campagne. Par exemple, mes parents habitent dans la campagne. Quand j'étais jeune, on se réunissait souvent chez mes grands-parents à la campagne. Enfin voilà, moi dans ma vie, je pense que j'ai plus vécu à la campagne qu'en ville, vous voyez. Donc, moi, je suis pas non plus... Je vivais pas non plus dans une ferme totalement isolée pendant 10 ans, mais
voilà, je suis quand même attaché un minimum à la campagne et à ce genre de choses, donc il y a beaucoup de passages qui m'ont plu, parce que je trouve que le film arrive à parfaitement retranscrire l'ambiance de ces campagnes, de cette nature magnifique de la France. D'ailleurs, les décors sont sublimes, mais vraiment, tous en France bien sûr, et en plus, plutôt bien mis en scène, ils en font pas des caisses, juste ils montrent. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, je pense, pour montrer la beauté de la France, notamment de la France de la diagonale du vide, parce que on parle aussi de ça, du fait que toutes ces villes de campagne, toutes ces régions sont presque totalement abandonnées, hein, c'était aussi en partie le thème des petites victoires d'ailleurs. Là ils en parlent aussi, du fait que la France, que la plupart des villes sont abandonnées, et personnellement je trouve que cette histoire, déjà de montrer du coup la France dans la ruralité de la France et les quelques zones qui sont un petit peu abandonnées, à travers aussi l'histoire de cet homme qui va se reconstruire, à travers cette petite quête personnelle, bah ça m'a beaucoup touché. Je saurais pas trop dire pourquoi, je vais vous le dire en partie parce que ça parle aussi de la campagne et que je suis un peu attaché à elle. Je pense aussi que c'est la musique. La musique de ce film, je la trouve sublime. Vraiment. Je trouve que la musique de ce film est magnifique. Elle retranscrit parfaitement l'ambiance. Je trouve qu'elle était vraiment très très juste. Et elle m'a vraiment beaucoup plu, cette bande originale. Et ça fait que, ouais, franchement, c'est un film qui m'a plutôt marqué. J'ai vraiment adoré. Je trouvais que c'était un moment suspendu dans le temps, presque. À la fin du film, je vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais on ressent vraiment un sentiment assez spécial. J'étais assez perturbé quand j'ai fini le film. Je peux comprendre que le film, encore une fois, ne plaise pas, que certains le trouvent ennuyeux, certains le trouvaient chiant. Bon, c'est dommage, hein, parce que moi personnellement je ne trouvais pas qu'il était particulièrement chiant. Mais à titre personnel, j'ai vraiment adoré ce film. J'ai adoré l'ambiance et le film m'a parlé. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film, et si vous avez envie de le regarder, bah moi je ne peux que vous encourager à le regarder, parce que moi j'ai vraiment vécu une expérience assez cool. Donc voilà. C'est fait partie des films français que j'ai le plus aimé voir, je pense, cette année, en tout cas pour le moment. Donc je ne peux que vous encourager à le découvrir. Et on finit avec les deux films que j'ai trouvé vraiment géniaux, qui sont vraiment mes deux coups de cœur de ce mois de mars, pour vous dire vraiment, il y a eu plein de films super ce mois-ci. Là c'est deux films américains, pour le coup. On a d'abord le film Empire of Light de Sam Mendes, qui là encore a pas beaucoup plu. Je sais que pas mal de gens n'ont pas trop aimé, tout le monde est d'accord pour dire que la bande originale est sublime et que la photographie est à tomber par terre. De toute façon c'est Roger Deakins en directeur de la photo, qui a fait notamment 1917, Blade Runner 2049, bref. Évidemment, c'est magnifique, c'est vraiment sublime, la bande originale est magistrale, mais c'est plus au niveau de l'histoire que ça a déplu. Et je peux comprendre pourquoi l'histoire a déplu, notamment parce que peut-être que le rythme du coup a fait que certaines personnes se sont ennuyées, pardon. Mais à titre personnel, cette histoire m'a pas mal touché. Je trouvais que c'était assez intelligemment fait, dans la façon de retranscrire justement ces deux personnes qui sont du coup Olivia Colman et Michael Ward, si je dis pas de bêtises, qui sont vraiment très très bons dans ce film. Je trouve ils jouent parfaitement, voilà, il y a pas d'autre mot. Et je trouve que leurs personnages sont assez bien écrits, ils se complètent bien et ça raconte une histoire. Alors oui, certaines personnes ont peut-être été déçues parce qu'ils pensaient que le film allait faire l'éloge du cinéma et que ça allait être la thématique comme un Babylone ou un Fabelmans, mais en fait le cinéma où se déroule l'action, c'est plus un décor finalement. C'est plus une façon de mettre en valeur cette histoire qui nous intéresse du coup, à savoir la vie d'Olivia Colman et de Michael Ward, qui vont se compléter parce que ce sont deux personnes qui sont exclues entre guillemets par la société. Un parce qu'il est noir, donc forcément dans une période de racisme c'était assez difficile pour lui, et Olivia Colman parce qu'on va voir au cours du film qu'elle a quelques problèmes de santé, notamment au niveau des troubles mentaux. Et j'ai trouvé ça assez pertinent et assez fort, et notamment justement les quelques passages évidemment qui parlent de la salle de cinéma, ça nous touche, et j'ai trouvé ça en fait presque plus touchant que l'était un Fabelmans, que j'ai adoré aussi hein, bien sûr, mais là dans ce film justement ils en font pas des caisses sur la salle de cinéma. C'est vraiment un élément du décor, et justement quand ils utilisent ce décor, notamment durant une scène où Olivia Colman va regarder un film et je trouvais que c'était parfaitement utilisé, en fait cette scène là parle juste du fait que parfois le cinéma ça peut nous aider à aller mieux dans la vie, ça nous permet de sortir de notre quotidien difficile, ou voilà, ça nous fait rêver tout simplement, et je trouvais que cette scène là retranscrivait parfaitement ce sentiment là. Et c'est pour ça que j'ai aimé que le cinéma soit juste un élément du décor et qu'il soit juste utilisé par moment. Parce que c'est pas vraiment ça le cœur du film. Et moi j'ai aimé ça.
qu'on montre le cinéma juste comme un moyen de rêver, juste ça, mais pas en faire des caisses pendant tout le film. Et c'est ça que je pense que j'ai aimé. Aussi, bah évidemment, le film est magnifique visuellement, au niveau de sa BO, au niveau de son interprétation, son ambiance. Enfin, moi personnellement, ce Empire of Light m'a vraiment beaucoup touché. Je sais que ce sera pas le cas pour tout le monde, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, ce Empire of Light m'a beaucoup touché, j'ai adoré ce film, et bah, je ne peux personnellement que vous encourager à le découvrir si ce n'est pas encore fait, j'ai vraiment adoré. Mais le meilleur film de ce mois de mars, et également le meilleur film de cette année, oui, même meilleur que Babylone, il fallait le faire quand même, c'est le film The Whale, réalisé par Darren Aronofsky, avec notamment Brendan Fraser et Sadie Sink, qui raconte l'histoire d'une personne en obésité morbide, hein, il faut le dire, qui est interprétée par Brendan Fraser, qui va essayer de renouer le contact avec sa fille, puisqu'il sait que il est pas très loin de la mort à cause de son état de santé, donc il souhaite se rapprocher de sa fille, et c'est ce qu'il va essayer de faire durant tout le film. Comment vous dire ? Le film était fini, je vais me dépêcher parce que je devais en gros prendre un bus, mais je voulais prendre à manger juste avant, donc je voulais essayer de partir pas trop tard dès que le film était fini. Et du coup je me suis levé, doucement parce que j'avais un peu de mal à me lever, et je vous jure que ce que je vais raconter est vrai, je vais pas ça pour les caméras ou quoi, je m'en fous un peu. Je me suis levé, j'ai commencé à mettre la main pour pousser la porte pour pouvoir commencer à sortir, et c'était pendant le générique, on entend d'ailleurs les bruits des vagues, ce qui aura de l'importance dans le film quand vous verrez le film. Je commence à pousser la porte, et je peux pas, j'ai eu un instant où j'ai dû me poser et respirer pendant une bonne minute. Et je vous jure, j'étais comme ça, je faisais... Genre j'étais tellement sous le choc de ce que je venais de voir que je devais me poser. Je crois que j'ai rarement ressenti ça. C'est déjà arrivé avec certains films, notamment The Father, mais c'était plus là pour le coup des grosses larmes. Là, ce film m'a pas fait pleurer du tout même, mais m'a juste... J'étais en état de choc, presque, genre je savais pas quoi faire en sortant du ciné. Et pendant 10 minutes, je marchais dans la rue pour aller chercher de quoi manger, et je savais pas... Je saurais pas décrire ce qui s'est passé. Mais vraiment, j'ai eu un sentiment indescriptible. Et c'est dû au fait que le film m'a totalement surpris. J'ai adoré ce film, c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment, je saurais pas dire autre chose quand je suis sorti de ce film. Moi, ce que je pensais, c'est juste un chef-d'œuvre. Alors, évidemment, quand je me remets en question et que je me fais une réflexion là-dessus, je me dis qu'il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai pas totalement aimé, il y a quelques scènes où je me dis, ouais, ça aurait pu être fait autrement, ou ce genre de choses. Mais il n'empêche que, déjà, le casting est parfait. Mais là, j'ose le dire, je sais que j'ai dit souvent, il joue parfaitement, etc. Mais là, vraiment, il est parfait. Pour moi, Brendan Fraser, Sadie Sink et même les autres acteurs, etc. Hong Chau aussi, qui était excellente également. Il joue ça à la perfection, mais c'est une leçon, en fait. Certains seront peut-être pas d'accord, mais moi je suis désolé, pour moi ça c'est de l'interprétation. Brendan Fraser, mais il a mérité son Oscar à 10 000%. Désolé pour Austin Butler, qui était également exceptionnel, hein, mais Brendan Fraser, là, il allait chercher son rôle au fond de ses tripes, quoi. C'était impressionnant. Il y a des scènes où il doit jouer du coup le drame, et il y a des répliques assez fortes, parce que son personnage, c'est quand même un personnage qui n'a presque rien réussi, entre guillemets, dans sa vie. C'est pas exactement ça, mais en gros, justement, elle regrette parce qu'elle se dit qu'elle a envie de faire des choses bonnes et qui comptent dans sa vie. Et il y a quelques scènes, du coup, il joue sur ça et ça fonctionne parfaitement. La musique du film est sublime, le thème final, lors de la scène finale qui est... Faut que j'arrête je suis en train de m'enflammer, là, ça commence. La scène finale, j'ai pas de mots, je n'ai pas de mots, c'est la scène qui m'a totalement choqué. La scène finale est parfaite. Mais vraiment, la musique, la mise en scène, les enjeux des personnages, ce qui se passe, les acteurs, l'actrice Sadie Sink, j'ai pas d'autres mots pour dire, juste c'était parfait. La fin du film m'a retourné. Et là encore, je suis pas tellement capable de vous dire en détail pourquoi ça m'a plu ou quoi. Le film m'a touché d'une force. Je trouvais que c'était tellement bien écrit, tellement bien joué, tellement bien mis en scène. Il y a des scènes tellement fortes. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'en fait là je suis en train de m'enflammer. Et je suis pas capable de vous dire vraiment précisément ce qui m'a plu. Je suis juste capable de vous dire que c'était
extraordinaire et que c'était le meilleur film que j'ai vu dans l'année. Même si, évidemment, Babylone était extraordinaire, ce film, The Whale, m'a totalement choqué. Genre, vous avez vu ma réaction au début, je ne sais pas quoi dire. Donc, je vais m'arrêter là, pour éviter de dire des bêtises, déjà que j'en ai peut-être dit quelques-unes déjà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, il me faudra du temps, je pense, pour réfléchir un peu à ce film. Notez juste que c'est le meilleur film que j'ai vu dans ce mois de mars, et c'est probablement déjà le meilleur film que j'ai vu cette année. Il y a encore beaucoup de films à voir, et je suis sûr, c'est même fort probable qu'il y aura d'autres films plus forts, on verra bien. Mais pour le moment, c'est le film de l'année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, désolé si je me suis un peu emballé sur la fin, sur certains films, je manque parfois un petit peu d'objectivité, mais bon, c'est aussi le but, hein. On parle aussi des films qui nous ont plu, donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.